cutoff à 52 microns, son décentrement inférieur et bien sûr la correspondance avec le point épithélial le plus fin dans la pâquille. Donc, parce que c'est important d'étudier de façon simultanée carte pachymétrique et carte épithéliale. Et l'association de ces différents indices va permettre d'améliorer la capacité du dépistage du kératocone. Comme les modifications épithéliales peuvent mieux être dépistées sur le mapping épithélial, le dépistage va être plus précoce et le mapping doit faire partie du bilan pré-chirurgie réfractive. Également, ça peut être intéressant pour trancher dans certaines formes borderline, comme là, on le voit en corneal warpage où il y a plutôt un épaississement au regard de la zone la plus mince. Par contre, on a cette image en donut en cas d'un kératocone. Mais attention, il ne faut pas oublier que le champ du mapping reste toujours limité avec la plupart des machines aux 6 mm centraux. Il y a quelques erreurs de segmentation avec certaines machines, mais on compte sur l'amélioration des logiciels pour pallier à ces insuffisances. Alors, en plus de la carte du mapping épithélial, on va étudier la carte pachymétrique totale. Donc là, par exemple, avec le DRI de Triton, on a une carte avec une échelle colorimétrique. Donc, les couleurs froides vont représenter les épaisseurs fines et le vert, l'épaisseur plus augmentée. Et avec d'autres machines, on peut avoir une carte numérique comme par la Visante. Alors, pour la mesure de l'épaisseur, c'est actuellement la technique de choix pour mesurer une épaisseur de la cornée. Et comme pour le mapping épithélial, il y a eu un développement d'indices pachymétriques dont les deux plus importants sont la pâquille la plus fine et la différence entre pâquille minimale et pâquille médiane. Et l'association entre ces différents indices ont permis d'établir des scores pachymétriques pour améliorer le diagnostic et le dépistage du kératocone. Et on a également un autre élément très important dans la carte pachymétrique, c'est une meilleure reproductibilité dans les stades avancés du kératocone. Alors, je m'explique. Là, par exemple, c'est un kératocone chez un enfant de 12 ans, c'est un kératocone de stade 4. Si on réalise la topographie d'élévation, donc on voit un point le plus fin à 330 microns, alors que la réalité, donc si on réalise la mesure de l'épaisseur par OCT du segment antérieur, elle est à 280 microns. Et bien pourquoi? Parce qu'elle n'est pas gênée, contrairement à la topographie d'élévation, par les opacités cornéennes. Donc elle est beaucoup plus reproductible dans les kératocones avancés. Donc là, c'est l'œil contralatéral du même patient. Donc on a réalisé l'OCT du segment antérieur. La pâquille minimale a été à 387. Là, on pouvait discuter un cross-linking chez ce patient. Sauf que si on fait plus attention, on a un épaississement épithélial en regard d'une zone d'amincissement stromal qui n'est que de 310 microns. Et donc, dans ce cas, un cross-linking, c'est contre-indiqué et ça nous a aidé à prendre notre décision thérapeutique. Alors, on passe à la classification. Donc, avec l'avènement de l'OCT du segment antérieur, des classifications du kératocone se sont développées. Et là, c'est plutôt basé sur les modifications histologiques durant l'évolution du kératocone, allant du stade 1, où on a un amincissement des couches épithéliales estromales, jusqu'au stade 5, qui représente le stade ultime, et c'est l'hydrops. Et comme vous le savez tous, dans l'hydrops, la topographie n'a aucun intérêt. Et c'est l'OCT du segment antérieur qui va nous permettre d'émettre le diagnostic et d'écarter certains différentiels et pour le suivi. Alors, la phase aiguë, on va voir une atrophie épithéliale, des lacunes intrastromales, une rupture localisée de la desmette, très bien visualisée. Et à la phase cicatricielle, on aura plutôt donc une fibrose panstromale qu'on voit très bien comme sur ce cliché. On passe maintenant au traitement. Donc, on va voir d'abord sa place dans le cross-linking. Eh bien, dans le cross-linking, d'abord, à la phase précoce, on va voir ces hyper-réflectivités, comme vous le voyez. Bon, l'astuce, c'est d'inverser l'échelle quand on va évaluer ces hyper-réflectivités pour mieux les voir. Et ça va nous permettre d'évaluer l'étendue et la profondeur de la zone traitée.
Ensuite, entre 1 et 3 mois, va apparaître la ligne de démarcation, comme vous le voyez ici, et qui est largement utilisée pour comparer entre les différents protocoles du cross-linking. Là aussi, on va pouvoir évaluer l'étendue et la profondeur de notre zone de traitement et établir les critères de retraitement si jamais on a une profondeur insuffisante. Ensuite, on passe aux anneaux intracornéens. L'OCT du segment antérieur va nous permettre de mesurer les distances qui sont importantes dans le suivi. C'est la distance, comme vous le voyez en supérieur, apex surface antérieure, bord interne face postérieure et bord externe face postérieure. Tout ça est important. Pourquoi? Eh bien, pour évaluer la stabilité de l'implant. Comme ça, on peut identifier les patients à risque de complications et adapter le suivi et la décision thérapeutique. Pour les kératoplasties, alors pour la DALC, d'abord l'OCT péropératoire. Donc avec le développement de l'OCT péropératoire, elle offre beaucoup plus de confiance aux chirurgiens et permet de guider toutes ces étapes depuis le repérage jusqu'à l'élimination du stroma. En post-opératoire, elle va également nous permettre de vérifier l'intégrité de la membrane desmétique et une meilleure approximation de la jonction haute greffant. Alors pour le suivi post-opératoire, c'est également très important parce qu'on va pouvoir évaluer l'interface membrane desmétique greffant et si jamais on a une double chambre antérieure, elle va nous permettre de guider le traitement, donc une bulle d'air ou un drainage du liquide. Donc là, par exemple, chez cette patiente opérée de DALC à J1, on a eu cette double chambre et qui était régressive après injection de bulle d'air. Donc également pour la gestion de certaines complications. Là, c'est un cas très rare. On a eu dans les suites d'une DALC une crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle. Et après OCT du segment antérieur, il nous a encouragé à reprendre la patiente et de réaliser une IP chirurgicale. Et voilà son aspect à J1 post-IP. Alors pour la kératopathie transfixiante, là, pas mal d'apports, mais surtout dans l'analyse de la jonction donneur-hôte. Eh bien, parce que cette jonction greffant-hôte, avant, elle était accessible uniquement dans sa face antérieure par la biomicroscopie et grâce à l'OCT du segment antérieur, on arrive à accéder à sa face postérieure. Donc, on a parfois cet aspect en marche d'escalier qui peut induire un risque de rejet précoce et qui est surtout observé en cas de kératocone. Donc là, par exemple, c'est une patiente qu'on a opérée pour kératocone stade 4 par une kératoplastie transfixiante et dans les suites opératoires, on a remarqué un œdème persistant du greffon avec des plis desmétiques. On a réalisé l'OCT du segment antérieur, on a pu visualiser ces marches d'escalier et ça nous a encouragé là également à reprendre la patiente à refaire les points et à J3 post-reprise, le greffon s'éclaircit comme vous le voyez avec une bonne jonction greffon haute. Alors d'accord. Également, on a importance pour la mesure de l'épaisseur cornéenne qui reflète l'état d'hydratation du patient. Les ondulations postérieures qui peuvent être responsables d'un rejet précoce et pour le suivi des ulcères et des kératites. Pour le traitement chirurgical également de l'hydrops par le CT péropératoire. Alors comme vous le voyez, elle prend beaucoup de place dans le kératocone depuis le dépistage au traitement et donc elle doit s'intégrer au jour d'aujourd'hui dans le bilan du dépistage des kératocones frustes, dans le diagnostic du kératocone avéré et dans le suivi des kératocones traités. Merci pour votre attention.